Frédéric. Je pense que on va faire tourner un peu la parole, plusieurs commentaires, questions, avant de revenir, au lieu de faire un à un, si vous êtes d'accord. Absolument. Moi, j'aurais déjà un premier commentaire sur, si on peut dire, la différence de coloration, de couleur entre l'exposé de Daisy et le vôtre. Ça veut dire, où Daisy, elle a parlé de la question d'une couleur plutôt mégalomaniaque et vous d'une couleur plus mélancolique. Le délire de filiation, par exemple, c'est très difficile de parler du délire, c'est presque plus facile de parler du fantasme, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit le plus fréquemment dans la clinique. Mais si on pense cette idée de réincarnation de l'empereur, là on voit vraiment l'expression de la mégalomanie. Tandis que dans la question du délire nihiliste, ça veut dire je n'existe pas, toute la complication, on voit avec beaucoup plus de fréquence quelque chose qui est un nihilisme de l'autre, que l'autre n'existe pas. Chez Fernando Pessoa, par exemple, il le dit très clairement, l'autre n'existe pas. Et tout ce qui existe, c'est lui-même. Par contre, vous avez montré un peu ce côté mélancolique, parce que lorsqu'on entre dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas? Lorsqu'on entre dans les questions collectives, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez montré à travers lorsque vous dites, par exemple, c'est pas vous, c'est Calvin Warren, si j'ai bien compris, que le noir n'est pas un humain. C'est très impressionnant parce que c'est en général ce que dans un conflit ou dans une guerre, une partie dit de l'autre. On voit maintenant entre Israël et Hamas ou entre Ukraine et Russie, accuser l'autre d'être un démon, de ne pas être humain, d'être un animal, n'est-ce pas? Donc, c'est là que lorsque j'ai parlé au début de la question, de la dimension politique de la constitution même de la réalité, vous l'avez exprimé d'une façon extraordinaire, puisque le noir n'est pas humain, on est là vraiment dans le conflit, dans la guerre, et dans cette constitution de l'esclavage encore plus. Mais votre conclusion, étonnamment, c'est le nihilisme serait pratiquement celui du blanc lorsque il nie l'humanité du noir. Et là, on n'est plus dans la mélancolie. On serait dans quel registre? Je laisse un point de suspension. Je ne sais pas si Daniel souhaite dire, ou alors j'ai une question, une petite question. C'est que, si j'ai bien compris, votre conclusion, c'est la question du trou. Hein? Donc, est-ce qu'il ne faut pas couvrir le trou? Donc, il fait partie de l'existence. Donc, il y a une existence de ce trou, il ne faut pas le nier, si j'ai bien compris, comme ça. Est-ce que la théorie d'Édouard Glissant, dans le droit à l'opacité, et dans la question du rhizome, et pas une référence à la racine, parce que les racines, c'est un tronc, comment c'est l'affiliation, c'est un tronc avec, du reste, l'image de l'affiche, c'était donc une racine, un tronc. Donc la notion de rhizome, c'est-à-dire une espèce de communication rhizomique qui n'a pas une racine commune. Donc la notion de glissant, avec le droit déjà, la notion de rhizome, donc il n'y aurait pas pratiquement de traumatisme puisque nous n'avons pas de racines, donc nous sommes rhizomiques, donc d'une part, et d'autre part le droit à l'opacité. À l'opacité, ce n'est pas, par exemple, quelque chose qui vient couvrir le trou, justement, qu'on a le droit à cette opacité, à ne pas se référer à un passé, comme je vous ai dit,
on est tous colonisés déjà par nos parents. Donc, on a le droit, à partir de 3e, 4e génération, de ne pas assumer les erreurs qu'ils ont faites, etc. Donc, ce que j'aime chez Édouard Glissant, c'est ses droits à l'opacité, c'est qu'on peut partir un peu d'une tabula rase et de faire autre chose. Donc, c'est un peu... Je ne sais pas si antagonique, laisser voir le trou, ou bien le faire comme s'il était opaque, le couvrir avec une certaine opacité. Alors, c'est vrai que bon, j'avais prévu de parler un peu plus d'Édouard Glissant, etc. Mais pour revenir d'abord sur le point 1, il est vrai que donc, normalement, dans les études Black Studies, etc., les catégories cliniques mobilisées pour penser la condition des sujets racisés, c'est plutôt du côté de la mélancolie. Or, ce qui se rejoue aujourd'hui, et ce qui pose problème avec l'afropessimisme, c'est qu'il convoque une forme de retour plutôt de réponse paranoïaque ou une réponse en tous les cas, une réponse en tous les cas qui est motivée et qui renvoie la violence à l'autre. Ce qui fait d'ailleurs qu'un des interlocuteurs importants, c'est Frantz Fanon, et on sait que, bien sûr, il y a eu toutes ces discussions avec Sartre autour de l'usage de la violence dans les mouvements révolutionnaires, et donc qu'est-ce qu'on fait de cette confrontation, qu'est-ce qu'on fait de cette violence révolutionnaire, est-ce qu'elle est légitime, à quel moment, pour quelles raisons, etc. Donc ça, c'est un des points, et il est vrai qu'un certain nombre d'auteurs afropessimistes tendent à, en tous les cas, redonner une forme de dignité à ces sujets afrodescendants ou noirs en théorisant ce face-à-face là où il pourrait être introjecté et vécu de manière mélancolique. Donc ils font apparaître quelque part la scène que la mélancolie masque par ailleurs. Donc il y a une mise en lumière de ce rapport agressif où l'autre qui est censé être apaisé, là, apparaît chargé d'une intention. Donc ce grand autre, il est quand même porteur d'une certaine jouissance qui les vise, mais face à laquelle il tend à vouloir renvoyer cette violence. Donc il y a ce point. Mais, oui. Et alors, moi, effectivement, pour revenir à Édouard Glissant, ce que je trouve intéressant, c'est que lui prend acte de cette même violence faite aux colonisés, notamment dans son discours antillais, mais à l'endroit où, on pourrait dire que Frantz Fanon, lui, a mobilisé, il a changé d'identité, hein. Il est devenu pas algérien, je crois qu'il avait un passeport tunisien, mais enfin, il est passé à l'acte, pourrait-on dire, il est sorti de sa mélancolie, il est passé à l'acte, en embrassant la révolution algérienne, donc c'est-à-dire aussi en épousant une cause qui avait une tradition, qui avait des valeurs. Puisque d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse, mais pour Frank B. Wilderson, il y a une grande différence à faire entre ce qu'il appelle les sujets noirs et les sujets non blancs. Pourquoi ? Parce qu'il dit que, par exemple, pour les Indiens d'Amérique ou en ce moment pour les Palestiniens, en fait, oui, ils sont des populations minorisées ou colonisées, mais ils n'ont jamais perdu la mémoire de leur tradition et ils peuvent revendiquer, au moins en droit, le retour à une situation. C'est-à-dire qu'il y a un espoir politique en tant qu'ils peuvent dire « ceci était ma terre, ceci est ma tradition, ceci est ma culture » et le revendiquer d'un point de vue politique. Or, et il dit d'ailleurs de la même chose d'un point de vue marxiste pour les ouvriers, où ils peuvent revendiquer le retour à une situation saine en disant « rendez-moi ma plus-value ». Or, il dit pour les sujets qui sont passés par la traite négrière, ce retour à la situation normale n'est pas possible puisque le point de départ est l'effacement. Donc, et que la zone géographique et culturelle d'où les esclaves ont été arrachés a été effacée. Donc, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Et d'ailleurs, c'est Glissant hein, qui dit moi, ce n'est pas la recherche du temps perdu comme Proust, je suis à la recherche d'un temps éperdu, puisque en fait, il n'y aura rien à retrouver. Hein. Et il dit, je saute de roche en roche dans la rivière du souvenir. Et ce qu'il y a de très beau, alors,
ce qui est très beau justement, et peut-être c'est un petit point sur le fait que les auteurs afro-pessimistes, tout comme Glissant, sont à chaque fois des théoriciens qui sont aussi des poètes et des écrivains, ce qui fait d'ailleurs que Mariotte est extrêmement dur à lire, que là, afro-pessimisme, c'est un mémoire théorique. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une part d'autobiographie qu'ils conceptualisent. Donc on peut interroger ce que c'est comme structure, ça aussi, de faire une métathéorie de sa propre biographie, d'une manière... voilà. Et d'ailleurs, en fait, le livre s'ouvre dans ma deuxième partie sur Frank B. Wilderson qui raconte un effondrement psychotique. Donc il est en 3e année à l'université de Dartmouth et il raconte qu'il a d'abord ça part sur une crise d'angoisse et puis un sentiment de persécution. Il va à l'infirmerie et il y a une forme de décompensation qui se joue là. Il ne s'en cache pas non plus dans ses entretiens. Et en même temps, il nous explique aussi que juste avant, il avait vécu en Afrique du Sud, qu'il avait été un activiste, militant, que ses parents étaient professeurs d'université, aussi militants de gauche. L'université de Dartmouth, c'est une Ivy League, mais c'est pas franchement Berkeley, ou c'est pas une université de l'ultra-gauche, c'est une université plutôt conservatrice, centriste, et qu'il avait lui-même découvert qu'il était fiché par le FBI depuis qu'il avait toutes ses activités d'activiste. Donc il n'était pas non plus sans raison de penser que le grand autre le visait quelque part, secrètement en plus. Donc il y a ce sous-texte-là qui est là, mais qui n'est pas du tout le même usage de la littérature que fait Glissant. Parce que Glissant, justement, il a ses œuvres théoriques, et puis il a ce qu'on pourrait appeler sa geste littéraire, où en fait, ce n'est pas un roman après l'autre chez Glissant, mais l'ensemble de ces romans constitue l'archipel mythique du peuple, comme disait Deleuze, du peuple qui manque, c'est-à-dire de l'histoire qui manque aux Martiniquais afrodescendants. Et c'est l'histoire de la famille des Béluz, de la famille des Longwe, et en fait, il remonte jusqu'à ce qu'il appelle le grand ancêtre Odono, qui aurait été le premier esclave marron, c'est-à-dire qui se serait enfui dans les mornes et qui aurait ensuite inscrit sur l'écorce des arbres cette mémoire par trace, puisqu'il n'y a plus l'écrit, etc. Et donc il invente comme un récit mythique qui vient faire suppléance, pour le coup, à l'endroit du trou, mais qui ne le bouge pas par ceci est ma tradition, ceci est mon pays d'origine, etc. Donc et d'ailleurs, les romans ne cessent de se modifier l'un l'autre à mesure qu'ils s'ajoutent, et donc ils se rhizomisent, effectivement. En fait, chaque personnage prolifère, en donne un autre, et donc là vient un souffle au lieu peut-être par moment, d'une construction systématique de points d'effondrement. Parce que l'opacité permet justement de ne pas voir le trou. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est l'image qui me Ou peut-être de le border d'un halo poétique, ou en fait d'en faire une matrice, c'est pas bien sûr quelque chose qui serait de ce réel dans lequel on tombe, et qui serait le point d'impossible. Mais... J'ai essayé de lire La case du commandeur, mais je me suis perdue. Et oui, c'est compliqué. Parce que n'étant pas de langue française, donc en plus, la manière... Oui, la différence, Glissant, lui, c'est un poète, tandis que Fanon, c'est un militant, n'est-ce pas? Oui. Une chose très intéressante chez Fanon, c'est que cette mélancolie, on a l'impression qu'il l'a connue une fois qu'il est arrivé à Paris. Tant qu'il était dans les Antilles, il était pratiquement identifié aux Blancs. Il dit qu'il voyait, c'était toutes les questions de médias, la culture de masse qui était une culture blanche, n'est-ce pas? Et il s'identifiait d'une certaine façon à cette culture blanche. Et c'est lorsque il est arrivé à Paris que là, il a compris un peu que les choses n'étaient pas exactement comme il imaginait. Je ne sais pas si vous voulez... donc, on commence Béatrice et François. D'accord. Alors, pour aider ici, un mot encore sur les hétéronymes et le fait que chaque hétéronyme avait un style différent. Écrivait, si tu peux dire un peu comment.
mais si c'est très compliqué, mais j'ai compris quelque chose, je voulais faire une remarque, c'est pourquoi ils ont traduit en français blackness par noirceur et pas négritude. Et deuxième, parce que les mots plus appropriés, c'est négritude, pas noirceur, à mon avis. Mais bon, parce que ça indique quelque chose. Deuxièmement, si vous êtes d'accord pour dire qu'il méconnaît toute la théorie de Lacan sur l'objet, c'est-à-dire en se basant sur la théorie du signifiant, il méconnaît toute la partie la plus importante de l'invention lacanienne, comme disait Lacan, que c'est la question de l'objet, de l'être humain en tant qu'objet. Et ça, c'est une question. Et il me semble, je le vis plus clairement, parce que c'est très difficile, ce livre, je n'arrivais pas, c'est qu'en fait, c'est une idéologie. Pour lui, il y a une confusion entre idéologie, c'est l'idéologie qui produit les signifiants. Alors, à partir de votre lecture, j'entends une idéologie en tant que Milner vient de signaler récemment dans une entretien, que si l'Europe, c'est l'histoire de la lutte des classes, pour l'Amérique, c'est l'histoire raciale qui est importante. Ce n'est pas la lutte des classes. Dans ce sens-là, j'ai trouvé que ce livre, Lacan noir, ce n'est pas une théorie, c'est plutôt une idéologie qui méconnaît une partie de l'œuvre de Lacan la plus importante, à mon avis. Mais votre livre, voilà. Ils avaient tous des styles différents, mais je pense qu'il y a des imprégnations. Je ne connais pas tout à fait toute l'œuvre, mais j'aime beaucoup donc celui qui était le maître de tous, qui est Albert Cairo, qui disait que, et pourtant j'aime les métaphores, mais il disait qu'un arbre, c'est un arbre. Et puis voilà. Et puis, Renato, hier, il me disait un bout d'un passage de livre de l'intranquillité en parlant de l'inexistence, justement. Et tout à coup, il a commencé, je ne sais pas par quel bout, il a dit deux phrases, il dit « Ah, ça c'est Albert Cairo ». C'est-à-dire, il y a de temps en temps une apparition de quelque chose d'un autre. Mais il faut vraiment être... malheureusement, je n'ai pas le savoir suffisant pour... Mais en tout cas, dans ces deux passages-là, et puis, une fois en écoutant Alain Badiou, justement, par rapport, après la mort de Derrida, c'était cette tentative de localisation de l'inexistence. Je pense que chez Bernard Soares, il y avait ça, c'est-à-dire cette tentative de rendre quelque chose qui soit placé quelque part et qui fuit dans les points de fuite. Mais voilà. Pour moi, alors sur le premier point sur la noirceur, c'est vrai que en fait, je reprends le terme proposé par Norman Ajari et qui propose, pas pour traduire négritude, mais pour traduire blackness. Et d'ailleurs, il le dit dans un entretien où il dit mais certains universitaires m'ont dit mais pourquoi tu as choisi ce terme puisque tu aurais pu faire un néologisme, noircité ou quelque chose comme ça parce que ça aurait été plus neutre. Et lui dit non, mais il assume ça en disant premièrement pourquoi faire un néologisme quand il existe un terme en français, noirceur existe. Et il dit, et puis j'aime bien ces connotations en fait. Il dit parce que tout de suite, la noirceur, c'est la bile, c'est la souffrance, c'est la déprime, justement. Il y a tout ce halo en fait de la noirceur qui est, en fait, il y a quasiment tout un inconscient véhiculé par le terme. On pourrait dire que le signifiant là, il y a pas mal de S2, S3, S4 qui en fait bruissent sous ce mot de noirceur. Et j'ai trouvé intéressant de le garder parce que je pense qu'en fait c'est important en fait que le terme lui-même se présente en fait pris dans cette chaîne signifiante lui-même et de ne pas la nier. Après, pour Mariotte, premièrement, petite confession, vraiment, je me suis cassé les dents à lire ce livre et à des moments, même j'avais envie de le jeter. Mais j'ai fini par rentrer dedans, mais quand on est, entre guillemets, vraiment lacanien, on se dit, mais de quoi qu'il parle ?
Et j'ai essayé quand même de mettre en ordre et de reprendre des choses pour me tenir à des choses. Mais c'est une langue très touffue, un peu de poète. Une autre amie me disait c'est quasiment une réécriture derridéenne. Et d'un point de vue, oui, il s'en cache pas. C'est une lecture méfiante, une lecture noire, une lecture biaisée, je veux dire. Et oui, donc d'un certain point de vue, une lecture un peu idéologique, mais en même temps qui tente de faire apparaître de l'idéologie là où on prétend qu'il n'y en a pas. Donc après, encore une fois, c'est toujours ce même combat qui est répété. Après aussi, je pense que c'est un point très important à souligner, c'est que tous ces auteurs américains qui mobilisent Lacan ne sont pas analystes. Donc ils n'ont pas de pratique analytique et c'est vraiment des théoriciens de la culture. Donc c'est vraiment la psychanalyse appliquée, c'est une psychanalyse comme machine de guerre théorique pour un agenda politique. Donc clairement. Après, je pense que ça permet de faire voir des choses dedans. D'un point de vue d'analyste, on se dit mais quoi faire de cette théorie, comment la mobiliser et aussi c'est vrai, moi quand je dis faire l'éloge du trou dans la subjectivité, en même temps je suis bien content quand mes patients ont un fantasme bien en place et qu'il n'y a pas de structure déclenchée ou en tous les cas où que le trou est bien bordé, ou etc. Donc je pense que par contre c'est important je pense qu'on peut en retenir, c'est que quand même certains patients qui peuvent demander maintenant des psys situés, des psys qui sont justement au moins connaisseurs de la théorie pour que, en fait, quand ils se présentent en analyse, même sous certains signifiants racisés, que l'analyste soit sensible à ça, en fait. Pas qu'il le balaye d'un revers de main ou qu'il en fasse une indication, ouh là là, il vient sous ce signifiant, il a l'air un peu persécuté, etc., etc. Donc pour pas non plus commettre d'impair. Ça, je pense que c'est important de s'en saisir de ce point de vue-là. Voilà. Après, il y a encore d'autres éléments. Je dois dire qu'il fait mention du dernier Lacan, qu'il cite beaucoup en dernière partie l'étourdi. Et donc c'est lui vraiment qui revient sur l'absence et il fait toute une relecture en fait du den, du med-en, du oud-en, hein, donc c'est-à-dire la théorie du signifiant mal coupé que reprend Lacan dans l'étourdi. Et en fait qui a été très bien déployé par Malden, je crois, qui est un théoricien qui fait plutôt partie de l'école slovène autour de Žižek, etc. Donc lacanien de cette veine-là. Donc c'est un autre fil théorique qui nourrit l'afro-pessimisme. Enfin, c'est par là qu'ils lisent Lacan. Ils sont quand même plus proches de l'école slovène zizékienne. Et donc Lacan transite aussi par ce biais-là. Voilà. Voilà.